Ok. Donc bonjour à tous. Donc moi je suis Marie-Myriam Arnoux, assistante sociale sur le service de génétique du CHU de Dijon et du coup je suis accompagnée d'Hélène qui va se Hélène présenter. Sfer, psychologue clinicienne, du coup dans le même service que Marie-Myriam en génétique au CHU à Dijon. Ici. Donc le thème de la réunion aujourd'hui, elle porte sur la transition donc secteur pédiatrie, secteur adulte. Donc nous, tout ce qu'on va pouvoir vous en dire, en tout cas aujourd'hui, c'est de notre expérience qu'on peut avoir, nous, sur le CHU de Dijon, en tout cas ce qu'on essaye de mettre en place sur le service de génétique. Je pense qu'il y a des choses qui sont faites ailleurs, plus ou moins les mêmes choses que chez nous, peut-être d'autres choses, etc. On aura le temps d'en rediscuter à la fin de la présentation. Et aussi, la chose qu'on voulait, on voulait porter votre attention sur le fait que donc la thématique du jour, c'est bien la transition secteur pédiatrique, secteur adulte au sein des services hospitaliers. Donc c'est vrai qu'on va essayer de tourner notre discussion autour de ça. Je sais qu'il y a eu des questions posées en amont. On pourra y revenir, mais il y a des questions auxquelles on ne pourra pas répondre. Parce que c'est des questions qui portaient sur le champ médical et nous ne sommes pas médecins, donc ça va être un peu compliqué pour nous. Alors, je vais partager l'écran pour mettre le diaporama. Voilà. Pour débuter, donc effectivement la transition donc du secteur enfance au secteur adulte, elle va se traduire par le fait que effectivement tous les jeunes à 18 ans donc ils atteignent la majorité et sur les services hospitaliers, ils vont changer et passer du côté adulte. Donc c'est une période qui va être particulièrement délicate au niveau du parcours de soins, de la vie des patients, de leurs parents. Et c'est un parcours qui va se faire progressivement. Donc, il va se jouer autour de plusieurs choses. Donc, tout d'abord, ça va être un processus d'autonomisation qui va être plus complexe du fait de la maladie, de l'anomalie du développement, plus ou moins une déficience intellectuelle. C'est également une transition qui peut s'effectuer un peu plus tardivement que pour un patient un peu plus classique, si on peut dire ça comme ça. Ce qu'on peut constater aussi, c'est que les parents vont rester souvent très présents dans le suivi qui va se dérouler passer les 18 ans chez ces jeunes-là. Ce qu'on peut noter également, c'est qu'il est important qu'il y ait une concertation de tous les acteurs de soins et de l'accompagnement autour du projet de vie du patient, c'est-à-dire les parents, le patient, le plus important, le patient, le jeune, donc les parents, la famille plus ou moins étendue, mais aussi les médecins, mais aussi tous les accompagnements qui vont pouvoir être mis en place autour. Et donc cette transition, elle va permettre d'offrir une prise en charge adaptée aux différentes manifestations de la maladie, en tout cas les manifestations qui vont pouvoir se présenter à l'âge adulte. Donc au niveau des enjeux, donc on insiste un peu sur les enjeux de la transition, parce que nous on le voit hein, au quotidien, c'est très important d'intégrer plusieurs sphères à cette transition. Donc dans un premier temps, bien évidemment les besoins médicaux du jeune, donc ça peut être pluridisciplinaire bien souvent. Mais aussi tous les besoins psychosociaux et les besoins éducatifs du jeune, de l'adolescent, du jeune adulte. Et donc tout ça en tenant compte, bien entendu, des aspects sociaux, culturels, économiques ou bien environnementaux dans lesquels le jeune va évoluer. C'est-à-dire vraiment pouvoir proposer une transition un peu à la carte sur mesure selon le jeune, sa famille, son environnement un peu global. Donc ça, Hélène, je vais te laisser faire. Voilà, donc en fait, pendant cette période de transition, bien sûr, il y a l'adolescence, qui est une période de structuration. Elle est marquée par la croissance naturelle du jeune, la puberté, bien sûr. Il y a des implications importantes, donc la santé physique du jeune, mais aussi la construction de sa personnalité future. Du coup, du fait de toutes ces métamorphoses, ces changements, ça peut être aussi une période de doute pour le jeune, mais aussi pour les parents.
Donc c'est hyper important bien sûr de pouvoir rassurer le jeune. Et c'est vrai que ça peut se faire aussi dans le cadre des consultations lors du suivi médical. La maladie, bien sûr, elle peut compliquer ce processus d'autonomisation, en sachant que le début et la fin de cette période, elle va être différente d'une personne à l'autre. Hein, donc c'est ce que disait Marie-Myriam tout à l'heure. Ce qui est important, effectivement, c'est au cas par cas. Hein, pour chaque jeune, c'est différent. Et même pour les parents, quand ils ont plusieurs enfants, bien sûr, moi je rappelle souvent que chaque enfant est différent, chaque jeune est différent, évolue différemment. Et quand ça s'est bien passé, par exemple pour un grand frère, pour un plus jeune, ça peut être différent, bien sûr. L'estime de soi, elle peut être mise à l'épreuve à ce moment-là, du fait de la maladie. Donc ça, on le verra après, mais c'est vrai que la maladie, c'est du coup un facteur supplémentaire à prendre en compte, bien sûr. Dans cette période, ça peut mettre en difficulté le jeune d'autant plus, alors que c'est déjà une période particulière. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'à ce moment-là, le jeune, du coup, est dans un processus de séparation-individuation, c'est-à-dire qu'il va chercher à petit trouver son identité propre, et c'est ce qui peut mettre en difficulté les relations avec les parents notamment, mais aussi avec les professionnels de santé. Voilà. Donc, on a essayé de schématiser un petit peu, mais donc c'est vrai qu'on le voit bien, il y a quand même un fossé, on peut dire ça comme ça, entre le secteur pédiatrique et le secteur adulte, en tout cas en milieu hospitalier. Donc en fait, ça va partir donc d'un transfert de la responsabilité médicale du jeune, donc qui va changer de référence médicale, c'est-à-dire que on va passer sur un médecin spécialisé adulte. Donc le secteur pédiatrique va perdre progressivement le lien avec le jeune patient, et il va perdre progressivement le suivi, mais le suivi médical. Du coup, c'est vrai que donc il y a deux choses qui vont se passer. Pour le jeune patient, donc ça va être la fin d'une relation plutôt longue et privilégiée avec l'équipe pédiatrique, qui bien souvent, voilà, c'est des équipes qu'ils connaissent sur le long terme, qu'ils connaissent depuis toujours. Donc, on va être dans une perte progressive de pas mal de repères. Et du coup, on va entraîner le jeune dans une responsabilisation, on va dire, un peu plus prégnante dans la gestion de sa santé en fonction de son degré de handicap, en tout cas. Et pour la famille, ça va être aussi une restructuration, notamment dans la place qu'elle peut avoir dans les soins, parce que bien évidemment, on va essayer de faire en sorte que le jeune, l'ado, jeune adulte, devienne progressivement l'acteur principal, en tout cas, en fonction de son degré de handicap toujours. Mais on va essayer de s'habituer à échanger de plus avec le jeune et de le mettre vraiment au centre de sa prise en charge médicale. Donc bon, tout ce qui va se passer en dehors de l'hôpital, le médecin généraliste bien souvent va rester le même, les autres professionnels d'accompagnement également, donc ça on va avoir une continuité de suivi, mais il va être très important de bien garder en tête de toujours les associer dans tous ces changements, parce que c'est des repères qui vont rester pour le jeune et la famille, donc c'est très important de les associer tout du long de ce transfert-là. Et donc du coup l'arrivée au service adulte, en tout cas. Donc, on transfère la responsabilité médicale au service adulte. Alors, avec bien souvent une maladie qui peut parfois être peu connue. Donc, c'est pour ça qu'on essaye vraiment de bien préparer ces transitions. Et du coup, donc, les médecins voilà, arrivent avec une nouvelle histoire médicale, souvent complexe à prendre en compte. Donc, c'est vrai, pour imager un peu, nous, ce qu'on organise sur le service de génétique, donc on organise des journées d'hospitalisation de jour où en fait on va avoir une vraie passation de dossier médical, c'est-à-dire une consultation conjointe avec le médecin pédiatre et le médecin adulte qui va prendre la référence du dossier. Donc c'est un peu ritualisé, mais on trouve ça important de vraiment le mettre en place dans le service. Alors, au-delà de la consultation médicale en binôme secteur pédiatrique, secteur adulte, on rajoute divers professionnels autour,
sur la journée. Donc on en profite donc pour faire un rendez-vous avec une assistante sociale pour discuter un peu de tous les changements que la majorité peut opérer, les transitions de dossiers MDPH en secteur adulte, même si le secteur adulte n'arrive qu'à l'âge de 20 ans, mais on commence à en discuter. On peut éventuellement aussi évoquer les mesures de protection judiciaire, enfin, en tout cas, tout ce que la vie d'adulte va entraîner comme changement. Il y a également un entretien du coup avec la psychologue du service, donc Hélène, qui va être le moment, je peux peut-être te laisser dire un peu, toi, comment ça se déroule. Oui, du coup, c'est un moment où, en fait, je reçois la famille, les parents avec le jeune, pour un peu évoquer justement qu'est-ce que ça leur fait vivre ce moment-là de transition. Est-ce qu'ils y sont déjà préparés? Où ils en sont? Est-ce que c'est compliqué ou pas? Est-ce qu'ils ont des questions autour de ça? Est-ce qu'il y a des peurs ou est-ce qu'au contraire ça va? Voilà, on évoque un petit peu toutes les questions qu'il peut y avoir du côté du vécu, de là où ils en sont en fait. Parce que parfois, bien souvent, je ne les connais pas, je ne les ai jamais rencontrés moi. Et du coup, c'est vraiment un moment effectivement important. Et c'est un moment aussi où tu dédies un temps spécial aux jeunes. Et puis, oui, il y a un premier temps avec les parents, effectivement, et après, si le jeune est d'accord, je le reçois tout seul. Et on le fait aussi en binôme avec une spécialiste de la vie sexuelle et affective, ce qui fait que du coup, quand il y a un questionnement autour de ces questions-là, ça peut être abordé en fait pendant la consultation, mais c'est pas obligatoire. On fait en fonction, bien sûr, à chaque fois, on s'adapte en fonction de là où ils en sont dans leur parcours. Voilà. Toutes les formules d'hôpital de jour vont vraiment être faites à la carte selon le jeune, selon la pathologie, selon s'il y a besoin d'avoir des spécialistes. Pour les jeunes femmes, on peut préconiser une première consultation avec une gynécologue qui se déplace dans notre service pour aborder la contraception, enfin voilà, la vie intime en tout cas du jeune, de la jeune. Voilà, c'est vraiment très très à la carte. Effectivement, donc le suivi médical un peu en globalité, il peut être perçu comme une contrainte parce que c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans la vie des jeunes. C'est quelque chose qui peut gêner dans l'autonomisation, c'est-à-dire que la maladie peut atteindre sa perception de lui-même dans le sens où finalement il peut ne s'identifier qu'à travers sa pathologie et ne plus s'identifier comme comme une personne, comme les autres. Voilà, parce que la maladie prend tellement de place. Voilà. Le suivi médical, il nécessite aussi une réflexion commune, donc commune entre le jeune lui-même, la famille, les médecins, les spécialistes qui peuvent être autour, les intervenants. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut préparer, mais tout en ayant en tête de prendre en compte toujours l'opinion du jeune, c'est-à-dire que vraiment recentrer tout l'accompagnement sur le jeune, sur comment aussi lui il voit la suite, en tout cas de son suivi. Bien évidemment, on essaye d'anticiper à minima le choix des médecins spécialistes, on va dire, sur le secteur adulte. Et toutes ces petites choses vont l'aider, en fait, vont aider le jeune à s'impliquer vraiment au sein de son suivi et pour favoriser la transition du fait. Sans le... Comment dire ? Il faut vraiment que tout le monde travaille autour de ça, quoi. Après, d'un côté, on va dire plutôt pratico-pratique, comment faciliter le transfert du dossier ? Il va falloir impliquer de façon croissante l'adolescent, le jeune adulte dans la gestion de sa maladie en fonction de diverses choses, donc en fonction de son rythme, en fonction de ses capacités, et donc dans le but qu'il devienne l'interlocuteur principal avec une capacité d'avoir une autonomie de décision plus importante vis-à-vis de ses soins. Et donc avec l'idée qu'il puisse être rencontré seul sur une partie du rendez-vous, très souvent, voilà, pour tout ce qui peut être la partie clinique, l'examen médical du corps, etc., que les parents puissent sortir du bureau et laisser le jeune avec le médecin. Donc le transfert du dossier doit pouvoir être anticipé et nécessairement réalisé sur une période de stabilité de la maladie,
On va éviter autant se faire que peu, en tout cas que voilà, si la maladie, enfin voilà, si on est si le jeune est sur une phase, on peut dire de crise, en tout cas, ça va pas être l'idée. Il faut vraiment que le jeune soit vraiment dans une bonne stabilité, en tout cas, pour pouvoir faire cette transition. Habituellement, c'est vrai que chez nous, on l'a fait entre 16 et 20 ans. Il n'y a pas vraiment de critères d'âge établi. Ça va dépendre de la maturité du jeune, de sa pathologie, de son degré de handicap et de la capacité de prise en charge du secteur adulte. Alors, on dit entre 16 et 20 ans. La principale difficulté qui pourrait être rencontrée, c'est-à-dire que si le jeune, passé 18 ans, est amené à être reçu en urgence médicale sur le service hospitalier, c'est vrai que d'emblée, passé 18 ans, le jeune va être orienté sur le secteur adulte et non pas sur le secteur pédiatrique. C'est là où on peut rencontrer le plus de difficultés si la transition n'a pas été anticipée et si le dossier médical du jeune n'est pas connu, en tout cas du service adulte. Bon, après, on pourra en discuter un peu plus, enfin voilà, après sur les échanges, mais c'est vrai que nous, on essaye de mettre en place des choses pour contrer un peu cet aspect-là. Donc, on va essayer d'informer précocement le jeune et sa famille donc, sur les modalités de transition, sur les fonctionnements de services adultes qui vont différer des services pédiatriques. On va essayer de flécher avec eux les nouveaux professionnels. Notamment parce que l'organisation des soins dans la médecine adulte, elle va vraiment être sectorisée par spécialité d'organes, ce qui n'est pas le cas sur le secteur pédiatrique. Donc, c'est vrai, dans ces cas-là, ça peut être compliqué d'identifier un médecin vraiment référent. Donc, généralement, on va s'appuyer sur les services de médecine interne qui vont pouvoir coordonner un peu le suivi médical dans sa globalité. Donc, on va essayer de résumer les caractéristiques principales de la maladie du jeune, en tout cas sa symptomatologie propre, les points clés de son parcours médical jusqu'alors, les prises en charge qui ont pu être faites par le passé, celles qui sont existantes actuellement, l'ensemble des professionnels qui vont un peu graviter autour du jeune et également hors hôpital. Ça peut être des éducateurs, ça peut être des prises en charge paramédicales en libéral, ça va regrouper pas mal de monde. On va s'appuyer sur les recommandations aussi pour l'accompagnement, donc soit des protocoles nationaux de diagnostic, enfin voilà, les PNDS existants, et selon l'existence éventuelle de protocoles de suivi. Donc, on peut éventuellement établir un programme de transition, donc via des outils partagés. Ce qui va fonctionner le mieux, en tout cas nous, de ce qu'on voit, ça va être les consultations communes de transition qui vont être faites conjointement entre le médecin pédiatre, dit de secteur pédiatrique, et le médecin de service adulte. Donc, bien évidemment, les centres experts vont pouvoir assurer une continuité du suivi entre l'enfance et l'âge adulte. Et puis, on va s'appuyer aussi sur les ressources locales selon le territoire, les services sociaux, les associations de personnes en situation de handicap, leurs proches, des groupes de parole, des programmes d'éducation thérapeutique du patient. Voilà. Et puis, on va par la même occasion, anticiper l'accès aux droits un peu plus large sur le passage adulte, notamment tout ce qui va être droit MDPH. Donc c'est vrai qu'après, on va avoir des spécificités dans le cas où l'anomalie du développement va entraîner une déficience intellectuelle chez le jeune. Donc après, donc ça va être à mesurer selon le degré de sévérité, on va dire, de la déficience intellectuelle. Donc, de fait, la période de transition va être plus longue et la déficience intellectuelle, elle peut entraîner des difficultés de compréhension, d'expression verbale, des difficultés de planification, une estime de soi qui va être fragilisée, des troubles émotionnels plus ou moins importants. Et donc, la responsabilité du jeune vis-à-vis de ses propres soins ne pourra souvent pas être envisagée totalement.
et les parents vont pouvoir rester très présents du coup dans cet accompagnement et dans cette transition. Du coup, comment essayer de prendre en compte au mieux, on va dire, ces spécificités. Donc, on va s'appuyer sur diverses choses, donc notamment sur les capacités préservées et les envies du jeune pour maximiser sa prise d'autonomie, adaptée à ses propres besoins, ses capacités cognitives et la place de sa famille. On va essayer de s'adapter aussi aux difficultés d'expression et de compréhension. On va faire très attention à s'assurer d'être compris, passer par la reformulation. On va essayer de s'adapter à son état psychique et somatique. Et dans tous les cas, ce qu'on constate en tout cas, c'est qu'il est toujours préférable de s'adresser directement aux jeunes, en tout cas quand il est en mesure de comprendre les informations données. On va accorder un temps nécessaire lors des consultations de transition. On ne va pas être sur des créneaux de consultation d'une demi-heure, on va être sur des créneaux plus longs, vraiment réservés pour pouvoir prendre le temps. Et puis pour permettre aux jeunes et à ses parents d'être écoutés, de leur laisser la possibilité de questionner les médecins sur la prise en charge future, mais également pour permettre aux médecins d'entendre les projets du jeune, ce qu'il souhaite, son rapport à sa maladie et de permettre d'évaluer son degré d'autonomie. On peut également s'appuyer sur les programmes d'éducation thérapeutique du patient. Donc là, on prend pour exemple celui de la transition qui est proposé par certains centres experts maladies rares et qui est proposé chez nous à Dijon. Donc c'est vrai que nous, ça fait plusieurs années qu'on l'expérimente. Et c'est un vrai appui en tout cas pour mesurer le degré d'autonomisation du jeune et de voir souvent très conjointement, les jeunes vont avoir l'hôpital de jour dit de transition, mais on propose aussi les séances d'éducation thérapeutique où on va travailler un peu plus précisément l'autonomie au sens large, que ça soit effectivement dans la gestion de l'aspect médical, mais pas que. Ça va être l'autonomie au quotidien, l'autonomie où il se situe par rapport aux autres, avec ses pairs. Enfin voilà, c'est assez vaste. Si on veut se recentrer un peu plus sur les démarches administratives et sociales, bon, j'ai essayé de reprendre un peu les grandes lignes. Alors effectivement, il y a le recensement, les jeunes à 16 ans, donc tous les jeunes doivent faire la démarche de se faire recenser auprès de leur mairie, leur commune d'habitation. Et donc, ça va permettre à l'administration de les convoquer à la journée défense et citoyenneté. C'est ce qui va autoriser également la participation aux concours et examens publics tels que le permis de conduire et l'inscription sur les listes électorales à 18 ans. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez primordial. Tout en sachant que la situation de handicap, en tout cas le degré de handicap, peut dispenser de cette journée, soit via un certificat médical déclarant le jeune inapte à cette journée, ou alors si le jeune est en possession de la carte d'invalidité, il suffit de présenter la carte d'invalidité. Il y a le fait de désigner une personne de confiance, donc qui peut être faite. Donc c'est une personne qui peut accompagner le jeune donc, dans ses démarches, l'assister lors des rendez-vous médicaux. Alors c'est la personne de confiance que tout le monde peut désigner à l'heure actuelle. Il y a également la question des directives anticipées qui peuvent également lui être confiées, alors toujours selon son degré d'autonomie, maturité, etc. etc. Donc voilà. Il y a la partie déclaration du médecin traitant. Donc à l'âge de 16 ans, tout bénéficiaire de la sécurité sociale donc, reçoit une carte vitale et peut choisir lui-même son médecin traitant. Et donc, avant 18 ans, l'un des parents ou le titulaire de l'autorité parentale doit donner son accord et signer la déclaration. Mais en tout cas, à 18 ans, il va falloir déclarer un médecin traitant. Ensuite, il y a les questions de succession. Donc, en fonction de la maladie ou du handicap, il peut être important de connaître les ressources à mobiliser, les orientations à prendre. Voilà, un avocat ou un notaire peuvent conseiller le jeune et sa famille. Nous, c'est vrai que chez nous, on a de la chance. On a contact avec un notaire qui reçoit aimablement les patients quand ils en font la volonté. En tout cas, pour voir selon le profil du jeune et de sa famille, essayer d'orienter au mieux toutes ces questions.
Il y a la grande question de la mesure de protection juridique. Donc c'est à côté de 18 ans, voilà, la majorité, tout citoyen français est considéré comme juridiquement responsable de ses actes. Donc il faut prendre en compte que la maladie ou un handicap, en tout cas, peuvent altérer ses facultés propres et compromettre la défense de ses intérêts. Donc il va falloir aussi, à un moment donné, se poser la question de savoir est-ce qu'on met en place une mesure de protection juridique et laquelle, puisqu'il en existe plusieurs, voilà, selon degré. Et puis, après, il y a la question du dossier MDPH, donc avec le secteur adulte qui arrive à l'âge de 20 ans, mais qu'il faut anticiper, anticiper un peu, et donc avec toutes les nouvelles demandes qu'on va formuler sur le secteur adulte. Ça peut être assez large, on pourra en discuter à la fin s'il y a des questions à ce sujet-là. Et ce que je trouve très important, c'est qu'il faut éviter, je pense, au maximum de rester seul dans ces démarches-là. Il faut vraiment pas hésiter de faire la démarche de contacter soit un travailleur social. Enfin voilà, moi je sais que j'ai rencontré beaucoup de familles sur le service de génétique pour accompagner dans toutes ces démarches parce qu'elles sont multiples, elles sont pas simples et on peut vite être perdu au milieu de tout ça. Donc faut vraiment pas hésiter à rentrer en contact avec le service hospitalier. Voilà, à l'heure actuelle, il y a quand même des assistantes sociales un peu partout dans les hôpitaux et elles sont là pour vous accompagner dans toutes ces démarches-là. Un petit rappel mémo, on va dire, des documents utiles pour une première consultation en service adulte. Alors voilà, c'est très classique, mais c'est vrai d'anticiper et de se préparer une petite pochette avec tous ces documents, ça peut aider, on va dire, au démarrage de cette nouvelle prise en charge en service adulte. Bon, bien évidemment, la carte vitale, l'attestation, la carte de mutuelle, les coordonnées du médecin traitant, mais aussi, c'est vrai que c'est pas rajouté, mais vous pouvez faire un petit carnet avec les coordonnées des intervenants paramédicaux, enfin voilà, toutes les personnes qui peuvent graviter autour du jeune patient. L'attestation de prise en charge d'ALD avec les durées de notification, voilà, pour que ça donne aussi une idée sur quand est-ce qu'il faut la renouveler, etc. Et puis les éléments principaux des antécédents, de l'état actuel des soins, les dernières ordonnances, les derniers comptes rendus d'hospice, les derniers bilans, enfin voilà, les dernières notifications MDPH, tout ce qui peut être utile en tout cas dans la compréhension du suivi un peu global que le jeune a pu avoir depuis des années. Et du coup, on voulait aussi vous parler des peurs, donc quelque chose de moins pratique, hein, mais quelque chose du coup qui nous paraît important de soulever. Tous ces changements chez le jeune peuvent générer de la peur, alors chez le jeune et chez les parents bien sûr. Ça peut être la peur de l'inconnu, de l'abandon, de ne pas retrouver un suivi adapté et satisfaisant quand ça s'est bien passé jusque-là, donc aussi du côté des parents bien sûr. Il peut y avoir aussi la peur de l'échec. Hein. Les jeunes en parlent souvent. Au moment de cet âge de transition, ils me parlent souvent de mais est-ce que je vais pouvoir me débrouiller, être adulte? Ils ont l'impression tout d'un coup, on leur parle de beaucoup de choses sur lesquelles ils doivent travailler. Donc il y a aussi un travail de deuil chez les parents à faire qui était déjà là depuis un petit moment. Hein. On a tous le travail de deuil quand on a un enfant du côté de l'enfant rêvé et par rapport à l'enfant réel qui arrive. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être re-questionné à ce moment-là, hein, quand le jeune ado pose problème, pose question. Et donc, du coup, moi, je disais que c'est important d'aider le jeune à se détendre aussi, pas lui mettre trop la pression du fait des difficultés déjà qu'il a pu rencontrer, du fait des enjeux aussi qui se jouent à ce moment-là. Donc, il peut y avoir aussi, il faut savoir, des périodes de découragement ou de refus chez l'adolescent, hein, qui sont importantes à prendre en compte. Bien sûr, le temps pour les parents n'est pas forcément le même que pour le jeune, donc c'est important d'être vigilant à tout ça. Alors, comment on va anticiper? Marie-Myriam en a déjà parlé, mais c'est vrai que recevoir l'adolescent une partie de la consultation, la pédiatre ici, c'est ce qu'elle fait en fait, hein, pour préparer à ce passage. Elle commence, quand le jeune grandit, à faire une partie de la consultation avec le jeune
pour l'habituer justement à ce que, en grandissant, il n'a pas forcément envie que ses parents le voient se déshabiller, être ausculté. Donc en fait, le fait que le pédiatre le pratique, c'est une façon aussi d'introduire progressivement le fait que les parents, ils doivent être petit à petit progressivement mis au second plan. Sinon, ce qui me paraît important aussi, c'est de reprendre effectivement les explications sur la maladie. Bien souvent, il y a des choses qui sont acquises par les parents, mais on ne sait pas forcément eux ce qu'ils ont compris de leur maladie ou ce qu'ils en font. Donc, ça peut être important de reprendre tout ça à ce moment-là, d'explorer aussi les croyances du jeune et puis ses difficultés autour de sa maladie pour lever parfois des préjugés ou des incompréhensions. Bien sûr, quand c'est possible, dans la mesure, en fonction des capacités du jeune. Alors, je voulais parler aussi de la sexualité. Elle occupe bien souvent les pensées des parents à la naissance d'un enfant qui naît avec des difficultés ou une maladie. Mais qu'est-ce qui va devenir une fois qu'il sera adulte? Est-ce qu'il va avoir une vie d'adulte normale, hein? Il y a cette question souvent qui est là, qui est présente au moment de la naissance. Et puis, quand le jeune grandit, elle peut devenir un peu plus tabou, un peu plus compliquée à aborder. Donc, c'est pour ça que nous, pendant les AJ Transition, c'est une question en fonction de ce que le jeune amène comme question. Voilà, on ne va pas forcément l'aborder, mais en tout cas, ça peut être soulevé si on voit que c'est possible ou que c'est en questionnement. C'est vrai qu'accepter qu'il devienne adulte pour les parents, c'est aussi penser qu'il va pouvoir accéder au monde de la sexualité. C'est imaginer qu'il va pouvoir avoir un enfant ou être parent, ce qui n'est pas forcément simple pour tout parent. Donc du coup, voilà, c'est vrai que je pense qu'il peut y avoir par exemple de la surprotection qui va empêcher l'autonomisation du jeune, qui va maintenir ce lien de dépendance qui peut être rassurant pour les parents, mais qui ne va pas forcément aider le jeune du coup à s'autonomiser. Du coup, je pense que c'est effectivement important, on l'a déjà dit, mais j'insiste sur le fait que effectivement lui permettre d'être acteur, ça permet en fait de savoir où il en est, qu'est-ce qui en fait lui paraît difficile ou qu'est-ce qui l'interroge, qu'est-ce qui le freine dans le fait de s'autonomiser davantage. Et du coup, ça permet aussi d'ajuster la prise en charge, nous, du côté des soignants, et puis pour les parents aussi, pour pouvoir continuer de l'accompagner au mieux. Voilà. Du coup, ça nous paraissait important de revenir aussi là-dessus. Voilà, j'ai terminé. On arrive au bout de notre petite présentation.